c'était une journée riche et complexe dans laquelle, qu'on avait essayé comment dirais-je, de concevoir au TRT5 pour qu'elle donne une assez bonne idée de ce que l'on voulait dire par cette idée d'innovation. Et je trouve qu'on a plutôt pas trop mal réussi notre affaire, puisqu'on a commencé en fait par une première partie qui a consisté en gros à essayer de définir l'innovation et à la définir dans notre champ, je dirais dans notre champ de compétences, avec l'idée de se dire que, ben voilà, maintenant que tous les séropos sont sous traitement, on va peut-être pas en rester là, il faut innover. Et innover, ben, Assier nous a bien expliqué ce que c'est que la recherche cure, la recherche de la guérison, c'est-à-dire l'étape d'après. Je crois que c'est une des meilleures illustrations de ce qui existe aujourd'hui dans notre domaine de recherche, même si cette idée de se dire on ne va pas se contenter de ce qu'on a, on va essayer de faire mieux. Venzi d'ailleurs l'avait bien dit, puisque elle a fait une des choses que j'adore moi en tant que vieil actopien qui aime beaucoup les, les, les équations, action égale vie, etc. Et tout, elle nous a dit innovation égale réactivité. Bah oui, et ouais, et ouais, évidemment. Voilà, on ne va pas se contenter de ce qu'on a, on va essayer d'aller plus loin. Même si, effectivement, ces propos ont été quelque peu, je dirais, nuancés par Karine Lacombe, qui, la première dans cette journée, nous a expliqué que, oui, bah, l'innovation, ça marche à condition qu'on fasse des essais qui incluent tous les gens, toutes les personnes concernées, et qu'on ne se limite pas, enfin qu'on ne se qu'on ne se limite, qu'on ne se limite pas à ce qui est facile à faire. En fait, c'est toujours la même chose. Hein. La recherche, ça fonctionne à partir du moment où on s'attaque aux choses difficiles. Quand on s'attaque aux choses faciles, on ne trouve pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose d'innovant, en tout cas. Et puis, ça, c'était donc pour la matinée. Et puis ensuite, pour ce qui est de l'après-midi, on a essayé de se poser la question de l'impact de l'innovation pour les personnes que ça concerne. L'impact de l'innovation pour les personnes que ça concerne, c'était effectivement une manière de creuser un tout petit peu plus le sujet en disant, mais au fond, qu'est-ce que nous, euh, euh, personnes vivant avec le VIH, représentants des personnes vivant avec le VIH, associations de malades et d'usagers du système de santé, pour reprendre l'expression officielle, qu'est-ce que nous attendons en termes d'innovation? Et effectivement, c'était intéressant d'entendre Bruno Spir, qui est le comment dirais-je, le chantre de la qualité de vie, le spécialiste hors pair de la qualité de vie, nous expliquait que des fois, c'est pas aussi simple. Hein. Je veux dire, un traitement innovant, ça fait mieux que le précédent. Ok, d'accord, c'est facile, tout le monde a compris. La qualité de vie, oula, attends, là, ça fait des nœuds dans la tête, on comprend plus très bien de quoi on parle. Ça va être un peu compliqué. Et alors, le pire, c'est que, comme nous disait Pierre Delobel, quand on fait des recommandations d'experts, il faut arriver à prouver ce qu'on dit. Et quand il s'agit de prouver ce qu'on dit sur des trucs qui sont flous, ça devient vachement difficile. D'ailleurs, on en sait quelque chose, puisque en ce moment, avec un certain nombre de mes petits camarades, dont quelques-uns ici présents, n'est-ce pas Bruno, nous essayons de réviser les recommandations sur le VIH, les hépatites et les IST, et que effectivement la grosse difficulté, c'est précisément parfois, souvent d'ailleurs, de prouver que l'innovation existe et qu'elle fait mieux, et de trouver les traces et les preuves de cette innovation. Et donc, effectivement, on en arrive effectivement à la partie suivante dans laquelle on a essayé de se poser la question, nous, dans le TRT5, comment on s'est départi de tout ça et qu'est-ce qu'on a essayé de faire. Et effectivement, c'est vrai que parfois, ben, l'innovation, il faut aller la chercher, il faut aller la susciter. C'est-à-dire que parfois, il faut être capable de porter la voix des besoins des personnes pour être capable de dire ouais, non, mais attendez, ça va bien, mais là, nous, on a besoin de réponses là-dessus. Regardez cette histoire d'allaitement dont nous parlait Pierre Delobel. Si ça, c'est pas un de ces sujets typiques dans lesquels les choses viennent un petit peu des personnes et dans lesquels on essaye d'aiguillonner les chercheurs pour qu'ils nous produisent
de la science pour qu'on soit capable de faire des recommandations qui soient solides sur des sujets de ce genre, voilà, c'est tout un mécanisme relativement complexe. Et d'ailleurs, on a aussi vu la question, même quand on s'est posé la question de savoir, en fin de compte, si je puis le dire, quel est le prix de l'innovation, ben, effectivement, c'est un vaste sujet. Je veux dire, là, ça a été effleuré, pour ainsi dire. Mais c'est vrai que le sujet est extrêmement vaste. C'est vrai que cette histoire du Sophos-Buvir est absolument passionnante. De voir qu'un machin que vous pouvez pratiquement fabriquer dans votre cuisine finit par être vendu des dizaines de milliers d'euros, il y a de quoi se poser des questions. Et il y a de quoi essayer de comprendre en quoi l'innovation est accessible à tout le monde et comment on rend l'innovation accessible à tout le monde. C'est vrai qu'on a effleuré le sujet, mais l'innovation dans tous les pays du monde, enfin l'innovation accessible à tout le monde dans le monde entier est un vaste sujet extrêmement important. J'en profite pour faire une pseudo-digression, si on peut dire, c'est que revenant de la conférence mondiale de cet été à Montréal, on a bien vu de quoi on parlait, parce que à la conférence mondiale, moi j'ai un petit peu tendance à dire, enfin pour ceux qui ont lu les chroniques que j'ai pu écrire, on avait un peu tendance à dire que le maître mot dans cette conférence, c'était implémentation. Parce que effectivement, il n'y a pas de résultats scientifiques fondamentaux et essentiels qui changeaient la face de la Terre. Il n'y avait pas tant d'innovations que ça. Ce qu'on était en train de se dire, c'est comment on fait avec les innovations qu'on a pour arriver à les rendre effectives, réelles. Et c'est vrai que la dernière table ronde vous donnait une très bonne idée de cette histoire. Parce que pour moi, qui suis un vieux crouton qui a participé il y a 13 ans déjà, au comité de pilotage qui a inventé l'essai Hypergay, je mesure le chemin parcouru jusqu'à la table ronde à laquelle vous avez assisté, dans laquelle j'ai entendu quand même des gens qui pensaient quand même que la PrEP, ça existait depuis toujours, et puis c'était quand même pas normal que tout le monde n'y ait pas accès. Ouais, bon, il y a 13 ans, ça n'existait pas du tout. C'est juste ça. Et donc, le chemin parcouru, c'est ça. L'innovation, c'est ça. Et c'est vrai que nous avons notre mot à dire pour arriver à faire de l'innovation ce que nous voulons qu'elle soit. Mais encore plus, et cette dernière table ronde le montrait bien, nous avons aussi notre mot à dire pour faire à ce que l'innovation aboutisse à tout le monde, qu'elle soit effective et qu'elle serve à quelque chose. Et c'est un travail encore infiniment plus difficile que d'obtenir des résultats de recherche. Donc je pense que bon, on a un petit peu abouti à nos objectifs lors de cette je ne sais plus combienième journée du... Merde, c'était combien Journée scientifique du TRT5, bref. Et une de plus, en tout cas, et que il me reste plus qu'à souhaiter vous revoir l'année prochaine pour la prochaine journée scientifique du TRT5. D'ici là, on va peut-être se contenter déjà de fêter les 30 ans du TRT5 et les 20 ans du CHV, et que ce sera bien aussi comme ça. Et je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette journée.